Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, crise institutionnelle à Madagascar. Le président malgache conteste sa destitution votée mardi par les députés. Il a déclaré dans une allocution télévisée rester le chef de l'État. Journée internationale des casques bleus ce vendredi. À côté des hommages officiels, l'occasion de revenir sur les missions de ces soldats des Nations Unies sur le continent. Et visite dans ce journal de Malabo 2. Il s'agit de l'extension de la capitale administrative de la Guinée équatoriale, sortie de terre il y a maintenant 10 ans. La crise institutionnelle se poursuit à Madagascar. Mardi, les députés avaient voté la destitution du président malgache avec 121 voix sur 125. Un vote contesté par le chef de l'État qui a tenté de rassurer la population dans une allocution télévisée. Aujourd'hui, la décision finale revient à la Cour constitutionnelle. Aminata Diak. À Madagascar, le vote de la destitution du président R. Rajoelina risque d'enfoncer le pays dans une crise politique. À la majorité, 121 sur 125 votants, les députés ont décidé ce mardi 26 mai de destituer le chef de l'État élu démocratiquement en janvier 2014. Les parlementaires l'accusent de violations graves et répétées de la Constitution et de haute trahison. En somme, ils estiment que le président n'est pas à la hauteur de la situation. Face à la presse, le chef de l'État a réitéré son engagement à diriger le pays. Je veux rassurer la population malgache et la communauté internationale. Je suis là en tant que président de la République élu pour exercer ma fonction. Pour certains observateurs, le président malgache reconnaît quelques retards dans l'exécution de plusieurs projets. Si le président aujourd'hui essaie à tout prix de trouver une solution autre que cette dissolution pour résoudre la crise, donc qui oppose le législatif à l'exécutif, il reconnaît cependant la lenteur au niveau des résultats. Mais il explique cela par tout le travail de fond nécessaire pour réparer en fait les erreurs et les dégâts du passé et mettre en place les réformes nécessaires pour appliquer son programme et ses projets de développement. De même, il ne regrette pas cette décision d'avoir refusé jusque-là de se plier à certaines demandes matérielles des députés qu'il considère inappropriées et indécentes dans la situation présente. Le chef de l'État malgache se défend des accusations des députés et dénonce des manœuvres politiques visant à déstabiliser le pouvoir en place. Pour autant, certains spécialistes estiment que ce vote constitue une alerte pour le président qui devrait améliorer la gouvernance et produire des résultats. Destitution ou maintien au pouvoir, il revient maintenant à la Haute Cour constitutionnelle de valider ou non le résultat du vote parlementaire. Au Nigeria, le nouveau président Muhammadu Buhari a prêté serment ce vendredi. La cérémonie d'investiture a lieu à Abuja, la capitale, en présence du président sortant, Goodluck Jonathan, de plusieurs chefs d'État africains, mais également de personnalités internationales. La sécurité avait été renforcée en raison des menaces du groupe terroriste Boko Haram. Pour rappel, Muhammadu Buhari avait été élu le 28 mars dernier. Dans l'actualité également, c'est ce vendredi la journée internationale des casques bleus, ces soldats des Nations Unies qui ont pour rôle le maintien, le rétablissement de la paix. L'occasion de revenir sur les missions qui les ont amenés sur le continent et notamment en Côte d'Ivoire où un hommage leur a été rendu. Diran Ndiaye. Le 29 mai marque la journée internationale des casques bleus de l'ONU. Pour la 7e année consécutive, l'organisation honore les quelques 126 casques bleus qui ont perdu la vie en 2014 au service de la paix. Les activités commémoratives ont lieu au siège des Nations Unies à New York et dans les bureaux et missions de maintien de la paix dans le monde. À l'instar de la Côte d'Ivoire où la cérémonie officielle a eu lieu ce jeudi au siège de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Dans le paysage des mandats adoptés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ces dernières années pour les opérations en Afrique, nous pouvons dire que celui de l'ONUCI a été particulièrement cohérent et inédit à plus d'un titre, même s'il n'a pas toujours été pleinement à la hauteur de nos attentes en ce qui concerne la protection des civils. Ce mandat a été marqué par une rare originalité de la part du Conseil de sécurité. L'ONUCI fera toujours figure d'exception parmi les opérations déployées en Afrique et dans le monde. Depuis leur début en 1948, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies constituent l'un des outils principaux utilisés par la communauté internationale pour gérer les crises complexes menaçant la paix et la sécurité internationale. Depuis lors, 71 opérations ont été menées avec succès, mais parfois émaillées de critiques.
L'une des principales faiblesses de ces casques bleus, c'est justement la nature des personnes qui sont de la nationalité qui font partie des casques bleus. Très généralement, on se rend compte que quand tu es sur le continent, ce n'est pas des nations très très fortes qui sont envoyées sur le continent, excepté la France. Dans certaines conditions, c'est les anciennes colonies. Mais lorsque ce n'est pas le cas, on a des forces du Bangladesh, on a des forces des différents pays qu'on appelle des pays du tiers-monde, qui ne sont pas forcément bien entraînés, qui ne sont pas forcément bien équipés. Et donc, ce qui fait que le mandat de ces forces-là, elles ont du mal à exercer leur force sur le terrain à cause de cet art-là. Aujourd'hui, plus de 125 000 casques bleus sont déployés à travers 16 opérations de maintien de la paix dans 4 continents. En Côte d'Ivoire, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se poursuivent à Abidjan, la capitale. Le rapport 2015 des perspectives économiques du continent y a été publié. L'occasion également pour l'institution de redéfinir ses priorités. Un reportage d'envoyé spécial à l'Adjaï. Avec un taux de croissance globale de 4,8% en 2013, l'Afrique enregistre une dynamique économique importante. Pourtant, selon la Banque africaine de développement, cette croissance globale économique ne suffit toujours pas. Des politiques nationales et globales doivent être mises en place pour réduire les inégalités et promouvoir une croissance inclusive. Nous voulons donner aux jeunes les aptitudes et compétences dont ils ont besoin pour aller sur le marché de l'emploi. Et nous voulons investir dans les infrastructures. Les infrastructures, c'est un des moteurs de la croissance. Nous voulons approfondir l'intégration régionale et vous pouvez aussi y ajouter tout le travail que nous faisons dans le domaine de la gouvernance pour rendre l'Afrique encore plus attractive pour les investisseurs. Et puis, il y a bien sûr le développement du secteur privé. Il y a tout ce travail que nous faisons. Cette compétitivité passe aussi par la réduction des inégalités sur le continent. Ainsi, l'institution financière panafricaine compte promouvoir le rôle décisif des femmes. Elles représentent la moitié de la population africaine et ne détiennent que 10% des rôles de leadership dans la société. Alors il est clair que nous ne pouvons développer ce continent en ignorant la moitié de sa population. Et c'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement est résolument engagée à assurer que la totalité de ses projets et programmes intègre la dimension genre. Et notre stratégie plutôt vise à renforcer les droits des femmes, les droits juridiques et les droits et l'accès à la propriété, et également à renforcer l'autonomisation des femmes, c'est-à-dire leur donner un meilleur accès au crédit et le contrôle de leurs ressources financières. Promouvoir donc une croissance inclusive est désormais une nécessité pour que l'Afrique poursuive son développement économique. En 2014, le taux de croissance moyenne du continent s'élevait à 5,3%. Les différents gouvernements africains se doivent aujourd'hui de renforcer les politiques de croissance inclusive pour les prochaines années. Découverte à présent de Malabo 2. Il s'agit de l'extension de la capitale de la Guinée équatoriale. Sorti de terre il y a 10 ans, ce nouveau centre administratif côtoie le vieux Malabo avec ses rues étroites et ses bâtiments de l'ère coloniale. Malabo 2 est né de la volonté de moderniser et décongestionner la capitale. Un reportage de notre correspondant Serge Kofi. Nous sommes sur l'avenue Hassan II en plein cœur de Malabo. Ici, il est à peine 7 heures du matin et déjà les véhicules sont en file indienne. Signe apparent de la congestion de Malabo. Au lieu de réhabiliter la ville en procédant à des expropriations coûteuses et impopulaires, les autorités ont décidé de créer une nouvelle ville. Malabo 2 naît et son objectif est de donner à la capitale équato-guinéenne un visage moderne. El primer edificio que conoce Malabo 2. Les premiers édifices qui ont été mis en place sont celui de Guinée équatoriale Pétrole, puis la construction de nouveaux ministères. Le projet de Malabo 2 répond à toutes les nécessités sociales et administratives d'une ville. Il a servi à la décongestion de la circulation car les véhicules circulent de manière plus fluide. Les écoles et les ministères qui se trouvent à Malabo 2 sont plus modernes. Géoproject, l'organisme public chargé de contrôler les projets du gouvernement, supervise depuis une dizaine d'années l'édification de la nouvelle ville. Les chantiers ont débuté par une route qui relie l'aéroport au centre-ville. Cette autoroute sera la première infrastructure de Malabo 2. Sur le long de cet axe routier seront édifiés les nouveaux ministères et sièges d'institutions. Era un ensanche necesario porque la ciudad vieja no podía albergar
Cela a été un agrandissement nécessaire parce que la vieille ville ne comblait plus les besoins du pays. Notre défi est de travailler et de continuer la rigueur qui fera le développement de Malabo 2. Nous devons garder une discipline urbaniste nécessaire afin de contrôler le développement de la ville. Avec une population estimée à 150 000 habitants et qui est d'ailleurs appelée à doubler d'ici 20 ans, Malabo 2, l'extension de la capitale équato-guinéenne, symbolise aujourd'hui le décollage économique du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'information.